Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 16 juin 2024 pour un nouveau rapport hebdomadaire de situation. Alors, comme vous avez pu le voir, la semaine dernière, je n'ai pas pu assurer le CITREP puisque j'étais au Forum économique international de Saint-Pétersbourg, forum économique sur lequel je vais revenir lors de ce CITREP. Sur le plan militaire, eh bien, durant les 2 semaines écoulées, les forces armées russes ont libéré encore de nombreux villages ou zones urbaines de villes. Alors en région de Zaporogie, par exemple, les forces armées russes ont libéré le village de Zagornoye. En République populaire de Donetsk, elles ont libéré Paraskovievka, Staromayorskoye, qui est donc sur la corniche de Vremievka. Alors je rappelle, c'était un des villages qui avait été capturé par l'armée ukrainienne lors de la fameuse offensive de l'été 2023. Et donc à peine un an plus tard, il est de nouveau sous le contrôle de la Russie. En plus, la libération de Staromayorskoye va accélérer la libération de son voisin, Urajainoye, et ensuite on pourra avancer vers Makarovka. À l'ouest d'Avdeïevka, les forces armées russes continuent d'avancer. Doumanskoye à Novsielovka, Piervaya. Donc, ils ont pris un certain nombre d'unités ukrainiennes dans un sac à feu, c'est-à-dire un espèce de semi-encerclement, ce qui a permis de libérer Novo-Alexandrovka et Novopokrovskoye. Des combats ont lieu dans le village de Sokol et aux abords de Karlovka. L'offensive se déroule au total sur une zone de 20 km de large. En direction d'Ougledar, le long du ravin de Chirokaya, les groupes d'assaut russes ont étendu leur contrôle du territoire sur 1,5 km de profondeur et ont également pris le contrôle d'un tronçon de la route Ougledar-Konstantinovka. Ça, c'est très important de prendre certaines routes sous contrôle. Là, actuellement, l'armée russe n'est plus qu'à 7 km d'une des artères principales qui alimentent les forces armées ukrainiennes dans le Donbass depuis Dnipropetrovsk. Donc je pense que ça va plus tarder et quand on aura coupé cette artère-là, ça va devenir déjà beaucoup plus compliqué sur le plan logistique. À Tchassov-Yar, les troupes aéroportées russes ont hissé le drapeau russe dans le centre du micro-district de Canal. Donc c'est la partie est de la ville de Tchassov-Yar. Les forces russes se dirigent maintenant vers la partie ouest de la ville. Donc il reste encore une petite partie du micro-district de Canal qui est sous contrôle de l'armée ukrainienne. Mais là, les forces russes avancent immeuble par immeuble. En région de Kharkov, les combats sont devenus beaucoup plus positionnels, mais l'armée russe fait de nombreux prisonniers parmi les soldats ukrainiens. Je vous montre une photo non exhaustive d'un certain nombre d'entre eux. Région de Kharkov, on a découvert que les soldats ukrainiens avaient équipé une position de tir et un dépôt de munitions dans l'église de Volchansk, puisqu'ils savent que les soldats orthodoxes russes, mais aussi les soldats musulmans ou d'autres confessions qui combattent au sein de l'armée russe ont trop de respect pour les églises pour aller les bombarder. Mais c'est pas parce qu'ils se sont pas pris une fable sur la tête qu'on va pas les déloger de là. Je veux dire, ils avaient déjà essayé à Mariupol, on les a chassés de l'église en question. Donc ça se fera, mais ça montre bien un petit peu qu'ils ont zéro respect au niveau religieux. De son côté, Ramzan Kadyrov a rapporté que les combattants des forces Akhmat ont libéré le village de Rijevska dans la région de Soumy. Alors là, c'est quand même c'est un autre endroit là déjà. Il a montré entre autres des images d'attaques de mortiers, d'artillerie, de drones et de chars, et à la fin de la vidéo on voit une pancarte avec le nom de la bibliothèque rurale de Rijevska, donc pour montrer qu'effectivement ils sont bien sur place. Pour l'instant, il n'y a pas d'extension de cette petite tête de pont en région de Soumy. Est-ce que le but, c'est de continuer à étirer les forces armées ukrainiennes, ou est-ce qu'effectivement, comme en région de Kharkov, il va y avoir constitution d'une zone tampon dans cette région-là? C'est possible. On va voir comment ça va évoluer. En tout cas, un petit peu partout sur la ligne de front, l'armée ukrainienne tente des contre-attaques pour essayer de ralentir l'avancée de l'armée russe, mais c'est organisé n'importe comment. Les soldats ukrainiens reçoivent même des fausses informations avant d'être envoyés à la boucherie. On a eu l'exemple à Ivanovka, près d'Artyomovsk, où le 2e bataillon de la 43e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes a reçu l'ordre donc de prendre d'assaut Ivanovka qui est sous contrôle russe. On leur a dit, le commandement a dit aux soldats ukrainiens qu'il y avait 10 à 15 soldats russes, 100 véhicules blindés, et puis promis, on vous donnera un soutien en matière de guerre électronique.
Sauf qu'en vrai, il y avait environ 150 soldats russes, 2 véhicules de combat d'infanterie et un char à Ivanovka. Et qu'en prime, le soutien en matière de guerre électronique, ils en ont jamais vu la couleur. Résultat, suite à des attaques de drones russes, eh bien 5 soldats des forces armées ukrainiennes ont été tués. Les autres ont fui vers la forêt où ils se sont planqués pendant 4 jours à 4 pattes dans des tranchées qui montent à peine jusqu'aux genoux, ou se sont cachés derrière des arbres. Ils ont bien sûr porté aucune assistance à leurs hommes qui étaient coincés là. Et résultat, 4 jours après l'attaque, les gars se sont sauvés et sont revenus vers leur position initiale. Résultat de l'attaque sur Ivanovka, 5 morts et 11 blessés parmi les soldats ukrainiens. Voilà. Là sur la photo, je vous montre ceux qui sont morts pendant cette attaque. Donc c'est bien, ils les envoient. Ça ressemble vraiment à la bataille de l'aéroport de Donetsk, où les mecs, on leur disait ouais, non mais c'est bon, la zone là-bas c'est sous notre contrôle, mais il y a des blessés, il faut les évacuer, alors qu'en fait la zone était sous contrôle de la milice populaire de la RPD, quoi. Et donc les gars étaient envoyés au casse-pipe. Mais c'est bien, le commandement ukrainien continue sur sa lancée, donc traiter ses soldats comme de la merde. Continuez comme ça. L'armée ukrainienne, malheureusement, continue toujours de viser délibérément les zones civiles. Je vais pas vous détailler tous les bombardements parce qu'il y en a tous les jours. Mais le 7 juin, elle a bombardé Lugansk, entre autres avec des missiles ATACMS dotés d'ogives à fragmentation. Alors, une partie a été abattue par la DCA, mais certaines sont passées. Et elles ont fait des gros dégâts. C'est-à-dire qu'on a eu plusieurs habitations gravement endommagées, et entre autres un immeuble dont tout un morceau s'est littéralement effondré. On a eu aussi écoles, jardins d'enfants qui ont été touchés. Et le bilan humain, c'est 3 morts et 35 blessés, dont 3 enfants. Voilà, il n'y avait aucun objectif militaire à cet endroit-là. Voilà. Et le même jour, le soir, l'armée ukrainienne a bombardé le magasin du village de Sadovoye en région de Kherson avec des missiles français Scalp et des HIMARS, faisant 22 morts et 45 blessés, dont 5 graves. Et vous avez fait quoi, le magasin? Je sais pas. C'est un objectif hautement militaire. Ouais. Et c'est fait avec des missiles français et américains. Voilà à quoi sert l'aide militaire qui est fournie à l'Ukraine. Voilà. Quand on vous dit oui, mais avec ça, l'Ukraine va pouvoir se défendre et frapper en profondeur les cibles militaires sur le territoire russe. Ah oui, un magasin à Sadovoye en région de Kherson, c'est de la cible militaire premium. Vous êtes vraiment des connards. Enfin, je veux dire là, criminels de guerre, levez le maximum. Et puis alors, quand je vous dis qu'ils traitent leurs soldats comme de la merde côté ukrainien, en direction de Zaporozhye, les soldats russes, lors de leur avancée, sont tombés dans une tranchée, nez à nez, avec 2 soldats ukrainiens enchaînés. Alors, il y en a un qui était mort, mais le deuxième était encore vivant. Alors, pourquoi ils étaient enchaînés? Est-ce que c'était pour les empêcher de s'enfuir ou de se rendre? Là, ça atteint des sommets niveau horreur, là, quand même. Et puisqu'on parle de crimes de guerre, eh bien, malheureusement, cette semaine, on a eu 2 journalistes russes qui sont morts. Et un qui a été grièvement blessé. On a aussi un chauffeur qui a été tué. Donc c'est celui de la première équipe, l'équipe d'NTV. Le 13 juin, ils étaient à Golmovski, donc c'est la banlieue nord de Gorlovka. Et ils sont tombés sous un bombardement de l'armée ukrainienne. Alors le journaliste Alexei Ivliev a perdu un bras. Son caméraman Valérie Kojin a perdu la vie. Et leur chauffeur a aussi perdu la vie. Et là, aujourd'hui, alors qu'il travaillait dans le village de Nikolskoye en RPD, où se trouve un monastère qui est sur la ligne de front, le photojournaliste de guerre, Nikita Tsitsagi, est décédé lui aussi, après un bombardement des forces armées ukrainiennes sur la zone proche du monastère. Je rappelle quand même qu'on en est déjà une 30aine de journalistes russes tués dans la zone de conflit depuis 2014, auquel il faut rajouter journalistes italiens, certains autres journalistes occidentaux qui sont morts côté ukrainien, mais aussi on a eu un journaliste français qui a été quand même gravement mutilé, William Roguelon, en 2014 à Slaviansk, en même temps que son collègue italien et son interprète se faisaient tuer. Voilà, donc je veux dire, à un moment, c'est marrant, un Reporters sans frontières, on les entend pas. C'est Amnesty International, l'ONU.
silence radio. Voilà. On va parler de choses un petit peu plus positives, puisque eh bien, cette semaine, le 12 juin, c'était la journée de la Russie. Bien sûr, pour des raisons de sécurité, impossible de faire des manifestations de grande ampleur. Mais dans plusieurs villes, comme Debaltsevo, en République populaire de Donetsk, il y a eu des flash mobs, des actions ponctuelles avec déploiement du drapeau russe. C'est, je rappelle, une fête d'autant plus importante que pendant 8 ans, le Donbass a attendu de pouvoir faire partie de la Fédération de Russie. Donc c'est pour nous une fête importante et les gens ont été prêts à prendre un certain nombre de risques dans ces villes qui restent néanmoins à portée, entre autres des armes les plus récentes qui ont été fournies à l'Ukraine. Mais les gens ont décidé que c'était plus important de célébrer notre appartenance à la Fédération de Russie. Le 12 juin, c'était aussi le lancement des Jeux sportifs des pays des BRICS à Kazan. Jeux des BRICS donc, qui se déroulent du 12 au 23 juin. Donc la compétition a commencé le 13. Implique environ 5000 athlètes de près de 100 pays. Et alors la mascotte officielle, c'est Brixik, le petit léopard. Voilà, il était d'ailleurs au SPIEF, on l'a vu au SPIEF, c'est donc c'est une bonne chose. Je veux dire, on remet l'esprit olympique à sa place, contrairement à ce que dit le Comité olympique international. Au contraire, c'est eux qui ont politisé les Jeux olympiques à mort. La Russie remet le sport sur un grand piédestal de façon non politisée. Ces Jeux étaient ouverts à tout le monde. Je rappelle que le Comité olympique international a essayé de, décourager, pour dire poliment, ils ont essayé de faire pression sur un certain nombre de pays, entre autres africains, pour qu'ils n'y aillent pas. Voilà, de quoi vous vous mêlez, occupez-vous de vos fesses. Voilà. On va parler un peu situation économique, puisque comme je le disais, eh bien donc, la semaine dernière a eu à Saint-Pétersbourg le 27e Forum économique international. Plus de 21 000 participants venant de 139 pays étaient présents, y compris les talibans. D'ailleurs, on les a croisés. On les a pas approchés parce qu'ils étaient quand même sous bonne garde, si tu veux. Mais on les a vus passer. Il y a eu quand même plus de 980 accords qui ont été conclus lors de ce forum pour un montant total de 6 400 milliards de roubles, donc ça fait à peu près 67 milliards d'euros. Vladimir Poutine en a profité pour avoir une discussion un petit peu sérieuse avec les représentants des agences de presse internationales et surtout occidentales. Il leur a demandé s'ils étaient devenus cons comme des tables. Nous en français on dit con comme une chaise, lui il dit con comme une table, lorsqu'il raconte que la Russie va attaquer l'OTAN. Il a été très très dur avec eux et j'espère que le message est bien passé parce que là c'est vraiment n'importe quoi. Sur place nous avons fait de nombreuses interviews avec Maria Zakharova, Alexandre Malkevitch, Evgeny Sontsev, des représentants du Cameroun, du Burkina Faso, de l'Inde, du Bangladesh et de la Chine. Ce forum a prouvé que la Russie n'est pas du tout isolée sur la scène internationale, comme le prétend la propagande occidentale. C'est d'ailleurs pour ça que les autorités américaines ont empêché Scott Ritter, qui est un politologue américain, de venir à l'événement. Ils l'ont fait descendre de l'avion et ils lui ont confisqué son passeport. Rappelez-moi, les États-Unis, c'est censé être une démocratie. Ouais. Donc, quand vous avez peur à ce point-là que les gens réalisent que vous les prenez pour des cons, déjà vous avez tout fait pour essayer d'empêcher Tucker Carlson de venir en Russie et de pouvoir faire son interview avec Vladimir Poutine. Là maintenant, vous empêchez Scott Ritter de venir. Les mecs, là, c'est que votre narratif, il prend la flotte comme le Titanic par tous les côtés. Je veux dire, là, à un moment, faut arrêter de jouer le rôle de l'orchestre. Il serait peut-être temps d'arrêter les frais. Je vous dis ça comme ça. Surtout que pendant ce temps-là, dans les nouvelles régions de Russie, l'économie se développe. Ça y est, Sberbank arrive dans les nouvelles régions. Donc là, ce mois-ci, la Sberbank va lancer 3 succursales à Donetsk et Lugansk, plus 13 bureaux de réseaux partenaires dans les villes des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. D'ici la fin de l'année, elle commencera aussi à travailler dans les régions de Kherson et Zaporozhye. 16 bureaux mobiles ont commencé déjà à fonctionner ce mois-ci. Les gens pourront donc avoir accès à tous les principaux produits de la banque, carte de débit, de crédit, dépôt, prêt, installation Sberbank Online, produits destinés aux entreprises.
Les 10 premiers guichets automatiques de la Sberbank ont commencé à fonctionner à Donetsk, Makeïevka et Lugansk. Et le 1er juillet, le nombre de distributeurs automatiques en RPD et RPL passera à 50. Donc ça c'est bien. On avait déjà la Promsias Bank, on avait déjà la banque d'Ossétie du Sud. Là maintenant on va avoir enfin la Sberbank. La Sberbank, pour que vous compreniez, c'est vraiment la banque principale en Russie. C'est l'équivalent de ce qui a pu être à une époque, on va dire la banque postale, quoi. Tu vois, c'est vraiment le truc. Tout le monde quasiment a un compte à la Sberbank. Puisqu'on parle économie, on va parler donc développement, hein, entre autres des industries, des mines, etc. En République populaire de Donetsk, l'installation d'une usine de production de poudre minérale a commencé à la carrière Karansky. Ils ont acheté du matériel à une entreprise chinoise. Donc là, ils vont produire de la poudre minérale qui est également nécessaire pour construire des routes. Là, l'équipement est en cours d'installation et l'ouverture de l'usine est prévue pour ce mois-ci. Donc c'est très important. Il faut savoir que plusieurs usines d'asphalte ont été construites et fonctionnent désormais en République populaire de Donetsk pour accélérer la réparation des routes. Et ça en fait partie et ça va donner de l'emploi. Et puis on parle aussi des mines, hein, parce que quand même l'emblème du Donbass c'est les mines de charbon. Depuis le début de l'année, 15 mines du Donbass ont été placées sous contrôle d'investisseurs privés. Elles sont louées. 3 autres sont au stade d'approbation pour être transférées aux investisseurs. Certaines de ces mines appartenaient au fameux oligarque ukrainien Rinat Akhmetov. T'as pas choisi le bon camp, mon gars, tu t'es foiré. D'autres appartenaient à des entreprises publiques ukrainiennes. En tout cas, les investisseurs promettent d'investir au moins 65 milliards de roubles dans ces mines. Donc ça c'est une bonne chose, on va pouvoir relancer un certain nombre de ces mines qui étaient à l'arrêt faute d'investissement. On va parler aussi diplomatie. Diplomatie, puisque cette semaine, donc Vladimir Poutine a eu une réunion avec les cadres du ministère des Affaires étrangères russe. Il a fait un long discours où il a rappelé la chronologie du conflit et la chronologie des différentes tentatives de la Russie de résoudre le conflit et les problèmes de sécurité au niveau du continent européen depuis des années. Je vous renvoie à mon article, je l'ai publié sur International Reporters, donc si vous voulez vraiment tout le détail de son discours, vous allez là-bas. Mais ce qui surtout a bien sûr frappé les esprits, c'est les conditions qu'il a énoncées pour le lancement de négociations avec l'Ukraine dans la situation militaire actuelle. Les conditions sont les suivantes. Retrait total des troupes ukrainiennes des régions de Kherson et Zaporozhye et des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk dans leurs frontières administratives quand elles faisaient partie de l'Ukraine. Dès que Kiev se déclarera prête à retirer ses troupes et commencera effectivement à le faire, et qu'elle notifiera officiellement qu'elle renonce à ses projets d'adhésion à l'OTAN, la Russie ordonnera alors un cessez-le-feu et garantira le retrait sans entrave des troupes ukrainiennes et entamera des négociations immédiatement avec l'Ukraine. Ces négociations incluront le statut neutre et non nucléaire de l'Ukraine, sa démilitarisation et sa dénazification, la garantie des droits, des libertés et des intérêts des citoyens russophones en Ukraine, et l'acceptation des nouvelles réalités territoriales concernant la Crimée, Sébastopol, la RPD, la RPL et les régions de Kherson et Zaporozhye en tant que sujet de la Fédération de Russie, et puis bien sûr la levée des sanctions occidentales contre la Russie. Bon, sans surprise, cette proposition a été rejetée par Kiev et par l'Occident. Je pense que Vladimir Poutine ne s'attendait pas à autre chose. Faut pas non plus le prendre pour plus naïf qu'il ne l'est. C'est pas parce qu'il a dit qu'à une époque il avait été naïf avec les accords de Minsk qu'il faut considérer que maintenant il l'est toujours. Hein. Et d'ailleurs je crois pas qu'il l'était tant que ça à l'époque non plus. Le problème de ce rejet de cette proposition de Vladimir Poutine, c'est que, comme l'a dit Piotr Tolstoï, le vice-président de la Douma, c'est que d'après lui c'était la dernière proposition de paix de la part de la Russie et que la prochaine proposition sera une proposition de capitulation. Voilà. Donc à un moment, au lieu de faire des mascarades comme votre conférence de paix en Suisse où il n'y a qu'une des deux parties au conflit qui est là, chose d'ailleurs qui a poussé la Chine à ne pas venir,
que même l'Arabie Saoudite a dit que ça n'avait pas de sens, que d'ailleurs, même s'ils avaient envoyé un représentant, ils ont dit on va pas signer votre papier là, à la fin du week-end, parce que ça n'a aucun sens, il manque une des deux parties au conflit. Il y a plusieurs pays hein, d'ailleurs qui ont refusé de signer. Bref, ça rime strictement à rien. Le problème, et comme l'a souligné un commentateur, c'est que l'OTAN refuse de lâcher l'affaire pour une histoire d'ego, en fait, hein, parce que pour pas perdre la face, et fait monter les enchères, sauf que de l'autre côté, la Russie n'abandonnera pas non plus, parce que elle, par contre, de son côté, c'est une question existentielle. Hein, je vais en parler, mais clairement, lors de cette conférence de paix, les mecs te disent, oui, non, mais il faut dépecer la Russie en 200 petites régions par nationalité, voilà. Donc, vous avez compris le plan. Donc, pour la Russie, c'est une question existentielle. Donc elle va pas lâcher l'affaire. Donc à un moment, il va falloir que l'Occident réalise que non, ce que dit Vladimir Poutine, c'est pas du bluff, et que là, faut arrêter. Parce que l'escalade entre deux puissances nucléaires, ça peut que très mal se finir. D'accord ? Surtout qu'il y en a une des deux qui fait monter les enchères pour une histoire d'ego. Hein, voilà, il n'y a pas de menace existentielle pour les États-Unis ou pour l'OTAN dans le fait de lâcher l'affaire en Ukraine. Hein, voilà, donc arrêtez le tir parce que ça va très mal se terminer pour tout le monde. Et on va parler maintenant de l'évolution générale de la situation en Ukraine, où 11 personnes, dont un ancien vice-ministre de la Santé, dont le nom n'a pas été divulgué, et des médecins donc de l'hôpital central de Kiev, ont été arrêtés pour trafic d'organes. Ouais. Ils sont soupçonnés d'avoir extrait illégalement des organes, des parties d'organes et des cellules humaines pour les vendre à l'étranger. Ils sont tous poursuivis, bien sûr, en justice. Ils risquent jusqu'à 12 ans de prison. Alors, avant que vous hurliez à la propagande russe, l'information vient du média ukrainien Strana. Dans le même temps, on a une vidéo où des proches de soldats des forces armées ukrainiennes décédés disent qu'ils ont fait examiner les corps de leurs proches. Donc là, il s'agit de 11 personnes, 11 soldats ukrainiens. Et le résultat est choquant. Ils ont subi un prélèvement d'organes vitaux. Vous vous souvenez quand on vous en avait parlé, quand les Russes en avaient parlé, qu'on avait publié ces fameuses vidéos de soldats ukrainiens qui se faisaient dépecer par des médecins qui ne parlaient pas ukrainien et que tout le monde a hurlé à la propagande russe. Ouais, on avait raison, encore une fois, hein ? Voilà, c'est ça l'Ukraine. Trafic d'enfants pour des trucs pédophiles, trafic d'organes. Je vous avais dit hein, que l'assouplissement de la fameuse loi sur le prélèvement d'organes allait mener à ce genre d'abus. J'avais raison. Voilà, j'aurais préféré avoir tort, hein, sincèrement. Bref. Et puisqu'on parle de loi, etc., eh bien la Verkhovna Rada a adopté un projet de loi approuvant le statut de l'anglais comme langue de communication interethnique du pays. Désormais, un certain nombre de fonctionnaires et d'employés, notamment dans les domaines de l'éducation, de la culture, de la santé, devront connaître l'anglais. Un projet qui a été vivement critiqué par l'autre falsificateur révisionniste de l'histoire, là, Vladimir Viatrovitch, hein, qui est du parti de Poroshenko, qui a rappelé que ça, c'est le genre de loi qui existe que dans des colonies britanniques. Hein, et que l'Ukraine avait fait un choix européen et non africain, hein, voilà. Et en plus, ils ont dit, actuellement, on a un déficit, entre autres, de personnel médical, je vais y revenir. Alors, il dit, qu'est-ce qu'on fait ? On vire les gens qui parlent pas anglais, alors qu'on manque déjà de médecins et d'ambulanciers, ça se passe comment ? Enfin, tu vois, hein ? Ben oui, mes bichons, hein, vous venez seulement de comprendre que vous êtes d'une colonie américaine, hein, il était temps de se réveiller, mes couillons, hein. Nous, ça fait longtemps qu'on a compris que vous aviez ce statut-là. Vous venez juste de le découvrir. C'est bien, il vous a fallu 10 ans. La situation dans le pays est tellement pourrie que les hommes continuent à se sauver. On a eu en Transcarpathie un groupe de 32 Ukrainiens qui s'est sauvé dans un camion, a franchi la frontière et s'est enfui vers la Hongrie.
Alors, les 32 hommes se sont avérés être des membres de la police et du SBU, originaires des régions de Dnipropetrovsk et de Zaporozhye. Ils sont arrivés sains et saufs dans le village hongrois de Barabach. Voilà, donc bon, bah, c'est bien. Hein. Bah, faut dire que la conscription forcée, t'arrives à des absurdités. Hein. Je vous avais parlé l'autre fois hein, du fait qu'ils prenaient maintenant les gens qui sont des attardés mentaux légers. Là, à Odessa, ils ont embarqué de force plusieurs conducteurs d'ambulance, donc ils ont appelé une ambulance, puis ils ont embarqué le conducteur, et puis ils en ont appelé une autre parce que le conducteur se sentait pas bien, parce qu'il a des problèmes d'hypertension. Donc ils ont embarqué le deuxième, ça s'est terminé en bagarre généralisée, en énorme scandale, que bien sûr les autorités de Kiev ont essayé de cacher en mode c'est de la propagande russe, sauf que c'est pas trop passé. Résultat des courses, les ambulanciers à Odessa ont fait un scandale, et désormais refusent d'aller dans les zones où travaillent les recruteurs militaires. Ce qui pose quelques soucis, puisque ces derniers se font maintenant attaquer, littéralement. Des gens en viennent même en Ukraine à brûler leur voiture. Là, j'ai vu récemment, il y a eu un homme ukrainien, ils ont essayé de l'embarquer, il a planté, littéralement, avec un couteau, le commissaire militaire qui essayait de l'embarquer de force. Voilà, donc bah là, si ça arrive à Odessa, les mecs seront laissés à mourir dans la rue, puisque les ambulanciers ne se déplaceront plus de peur de se faire embarquer eux aussi de force. Voilà, vous avez gagné la timbale. Voilà. Et puis d'ailleurs, je parle des hommes, hein, mais les femmes aussi, puisque je rappelle que même enceintes, elles sont considérées, s'il n'y a pas de complications, comme aptes au service militaire. Alors résultat, hein, l'Ukraine a créé des pantalons d'uniforme militaire spéciaux, avec une zone élastique pour le ventre des femmes enceintes. Non, c'est pas une blague. Voilà, ils avaient déjà fait les gilets pare-balles pour les femmes enceintes. Voilà, bah maintenant, on a les uniformes. Ça promet. Je sais pas quelles horreurs on va trouver sur les positions ukrainiennes. On trouve déjà de plus en plus de femmes. Mais alors là, si on se met à trouver des femmes enceintes, là, je pense que les soldats russes vont vraiment péter un plomb, parce que pour nous, ça c'est absolument inacceptable. Une femme enceinte n'a strictement rien à faire dans l'armée. C'est du délire. Hein. Quand je vous dis qu'ils se battent jusqu'au dernier Ukrainien, voilà. Bon, d'autres n'ont pas eu la chance, hein, de ces 32 chanceux qui ont pu fuir en Hongrie, puisque les gardes frontières d'Odessa ont arrêté un camion qui était censé contenir des céréales. Sauf qu'après inspection, il s'est avéré qu'il n'y avait pas de céréales. Mais 41 personnes, 41 hommes qui essayaient de fuir vers la Moldavie. Et malheureusement, eux n'ont pas eu la chance des autres qui ont réussi à partir en Hongrie. Voilà. Situation économique de l'Ukraine, c'est pas mieux, puisque d'après le New York Times, l'Ukraine est tellement dans le rouge financièrement qu'elle veut maintenant vendre une vingtaine de sociétés qui appartiennent au gouvernement, dont l'hôtel Ukraine, vous savez, le fameux hôtel depuis lequel les snipers ont tiré sur les Berkouts et sur les manifestants. Oui. Il y a aussi un centre commercial à Kiev, plusieurs mines et usines chimiques. Alors le but officiel, bien sûr, c'est de financer le budget militaire, sauf que quand tu regardes les sommes que cette vente pourrait rapporter, si la corruption endémique en Ukraine ne vole pas une bonne partie du produit des ventes, se compte au mieux en centaines de millions de dollars, quand l'Ukraine a besoin de milliards au pluriel. Voilà, puis ça c'est dans le meilleur scénario. Voilà. Dans la réalité, je pense qu'il y a assez peu d'investisseurs qui vont vouloir acheter des sociétés dans un pays totalement corrompu et qui pourrait littéralement disparaître à l'issue du conflit en cours. Ou alors les mecs sont masochistes. Mais c'est vous qui voyez. Sinon, parlez-en à Rinat Akhmetov. Il vous expliquera comment ça se passe. Voilà. Alors, on va parler quand même un petit peu de l'international et de la dédollarisation. Parce que l'Arabie Saoudite vient de foutre un grand coup de canif au pétrodollar et donc au dollar lui-même. Il faut savoir qu'il y a 50 ans, l'Arabie Saoudite avait conclu un accord avec Washington, stipulant que donc Riyad fixe le prix de ses exportations pétrolières exclusivement en dollars américains et investit ses excédents de recettes pétrolières dans les bons du Trésor américain. Sauf que l'accord, il a pris fin le 9 juin 2024. Et Mohamed Ben Salman, il l'a pas renouvelé. Voilà. Alors ça, c'était un accord qui, après la crise pétrolière de 73 et la fin de l'étalon or, avait permis d'imposer le dollar comme monnaie de référence au reste du monde. Ce qui a permis à Washington de financer ses guerres d'agression un petit peu partout dans le monde tout en vivant au-dessus de ses moyens.
Et puis en échange, les États-Unis devaient donc fournir un soutien militaire et une protection à l'Arabie Saoudite, mais ça désormais, Riyad peut s'en passer, hein, parce que maintenant c'est rapproché de la Russie, de la Chine, hein, son intégration au BRICS, tout ça. Donc là, ça va sentir sérieusement le pâté pour les États-Unis et ses vassaux. Parce que ça, c'est quand même un gros coup de canif. Je vous ai dit, hein, le monde est en train de changer, littéralement, sous nos yeux. Il est en train de devenir multipolaire. Et plus vite l'Occident le reconnaîtra, et plus vite ils pourront prendre les mesures pour s'en sortir à moindre frais. Hein, parce que plus vous continuerez dans le déni, et plus ça se passera mal. Je vous le dis comme ça. Voilà. Et puis pendant ce temps-là à Kiev. Oui, il est de retour. Oui. J'en ai deux. J'en ai deux pour vous aujourd'hui. On va commencer avec la conférence de paix, je mets des guillemets, hein, en Suisse. Il semble que certains ont abusé de la poudreuse, si vous voyez ce que je veux dire, puisqu'on a eu le président de la Pologne, Duda, qui a sorti « Je propose que la Russie soit divisée en 200 États ethniques. La Russie est la plus grande puissance coloniale du monde qui maintient en captivité 200 ethnies. » Alors, pépère, la Russie, elle a colonisé personne. Les différentes ethnies qui vivent en Russie ont toutes les mêmes droits. Beaucoup ont d'ailleurs droit à la reconnaissance de leur langue comme langue officielle, avec possibilité de recevoir l'éducation dans cette dite langue, et leur religion est respectée. Hein. Il n'y a aucune discrimination ou différence de droit entre un russe, un bashkir, un tatar, un tchétchène ou un nénetz. Voilà. Je rappelle que quand un pays en colonise un autre, si tu vas regarder la définition dans le dictionnaire, c'est qu'il y a des droits et des statuts juridiques différents pour les colons et les colonisés. Hein, ouais, c'est pas du tout le cas ici. Non, non, parce que sinon, si tu veux, on peut partir loin dans le délire. Hein, on peut dire la même chose de la France qui a colonisé Marseille, la Bretagne et l'Aquitaine. Hein, si on part comme ça, on peut aller très loin. Hein. Donc, ouais, là, faut que t'arrêtes, mon gars. Mais vraiment, parce que... Mais c'est bien d'exposer vos plans publiquement, hein, comme ça, quand on dit que ce que vous voulez, c'est dépecer la Russie, hein, c'est difficile de dire que c'est de la propagande russe. Hein, c'est le président polonais qui vient de le sortir. Voilà. Et puis alors à Londres, pendant ce temps-là à Londres, c'est pas mieux. Alors, j'ai trouvé encore plus délirant que Durakoviev et l'autre hôtesse de l'air, la Tittleman, les deux réunis. C'est encore plus fort que eux deux réunis. Hein, non, asseyez-vous là. Asseyez-vous. Je vous présente l'ancien colonel de l'armée britannique, Hamish de Breton Gordon, journaliste du Télégraphe, qui devrait définitivement se recycler en dame pipi. Non, parce que là, non, le mec, il est à l'ouest de l'ouest d'Éden, mais complet. Mais vraiment. Hein, parce que là, il nous a pondu un article où il nous explique que l'Ukraine et l'Occident ne devraient pas avoir peur de l'arsenal nucléaire russe parce que... Alors, je vous résume le truc, hein, parce que... Non, il y a une connerie par phrase, donc si vous voulez aller vous pisser de rire dessus, vous pourrez aller lire l'article, hein, vous tapez le titre, vous allez le trouver très rapidement. Alors, donc, les arguments pour dire n'ayez pas peur, c'est 1. Poutine bluffe. Ouais, c'est aussi ce que vous disiez avant le lancement de l'opération spéciale. C'est comme ça que vous avez encouragé l'Ukraine à se lancer dans cette espèce d'opération suicide. On a vu ce que ça a donné. 2. L'arsenal russe est dans un état déplorable, hein, et donc les ogives n'exploseront pas. La source, crois-moi mon frère, c'est moi la source, je suis l'expert. Ah, ok, d'accord. Et puis 3, donc la preuve que l'arsenal est pourri, c'est que lors des exercices tactiques récents, avec participation de la Biélorussie, ils ont tiré de fausses ogives et pas des vraies. Quoi? No, God! No, God, please, no! 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 Non, franchement, j'ai lu l'article, je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas le Télégraphe, c'est The Onion, hein, c'est le Gorafi anglais. Non, là, t'es sérieux, mec? Non, les gars font les exercices sur leur territoire. Tu crois pas qu'ils vont le polluer avec une arme nucléaire pour des générations juste pour faire un test de coordination des forces nucléaires tactiques? Mais t'es cinglé, mon gars. Non, mais dans ce cas-là, la France qui a fait le même genre d'exercice avec là aussi de fausses ogives, donc ça veut dire que l'arsenal français est complètement pourri? Ou alors t'as confondu avec l'arsenal nucléaire de ton pays, hein, qui est effectivement pourri, oui. Hein, je rappelle le deuxième test du missile nucléaire Trident, début 2024, ça a été un échec monumental,
public, hein. Donc, si tu confonds ton arsenal nucléaire avec celui de la Russie, ouais, non, là, faut arrêter la projection, mon gars, hein. Et puis l'argument, crois-moi sur parole, je suis un expert. Si tu veux, de la part d'un mec qui écrit que les chars britanniques allaient balayer l'infanterie russe, alors qu'en vrai, ton tas de ferraille made in UK, il s'est fait défoncer dès le premier jour sur le champ de bataille. Comment te dire Non, là, vraiment, recycle-toi. Change de métier. Change de métier. Non. Et puis là, comme je vous dis, hein, je vous ai pas tout sorti. Hein. Il y a une connerie par phrase minimum dans son article. Hein. Il nous raconte que l'Ukraine aurait des victoires. Lesquelles, hein? La Russie avance partout, l'Ukraine recule partout. Je veux dire, où l'Ukraine a eu des victoires récemment, je sais pas. Ou alors, il nous a sorti aussi que si la Russie bombardait l'Ukraine avec une arme nucléaire, l'OTAN répondrait parce que c'est sa doctrine. Bah non, mon débile. Non. Parce que l'Ukraine, elle fait pas partie de l'OTAN. Hein, l'article 5, ça marche que pour les pays de l'OTAN. Hein, l'Ukraine n'en fait pas partie. Mon Dieu, qui c'est qui recrute dans les journaux occidentaux? Mais c'est pas possible. Vous prenez des mecs avec un QI de moule cuite à la vapeur. C'est pas... Non mais là, faut arrêter. Là, faut arrêter. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui vont croire ces conneries. Non, Poutine ne bluffe pas. Non, la Russie ne bluffe pas. Et non, son arsenal nucléaire n'est pas pourri. Non. La Russie a de nouveaux vecteurs hypersoniques pour ses ogives nucléaires, je le rappelle. Testés et fonctionnels. Donc arrêtez de jouer avec ça. Arrêtez de jouer avec le feu nucléaire, bon Dieu. C'est pas possible. Vous voulez vraiment pousser l'humanité au suicide collectif. Si vous supportez pas votre vie, allez vous flinguer tout seul. Et emmenez pas le reste de l'humanité avec vous dans vos bêtises. À une époque, quand on se sentait déshonoré, hein, que ce soit à Rome ou au Japon, hein, on se faisait ses poucous. Faites-le, mais tout seul. On n'a pas besoin d'être mêlé à vos conneries. Donc arrêtez les bêtises et arrêtez de me faire monter les enchères en vous basant sur des analyses de pseudo-experts qui sont aussi experts en armement et en tactique et en guerre et en stratégie militaire que la dame Pipi qui nettoie les chiottes des toilettes publiques. Non, là, faut arrêter les bêtises, là. Là, faut vraiment arrêter les bêtises. Bref. Donc voilà la situation. Reste à espérer qu'à un moment, quand même, en Occident, ils vont redescendre sur Terre. Je l'espère, parce que là, ça devient quand même inquiétant. Point d'ailleurs qu'a souligné Vladimir Poutine lors de son discours auprès des cadres du ministère des Affaires étrangères russe, en disant que là, on s'approche de manière inacceptable du point de non-retour. Et je le rejoins là-dessus. Là, les mecs, vous êtes en train de jouer avec le feu nucléaire. Donc, à un moment, mettez l'ego de côté, voilà. De toute façon, la majorité des gens savent déjà que vous êtes des cons, et des connards. Donc, c'est bon. Je veux dire, votre réputation souffrira pas plus que actuellement. Et comme j'ai dit, si vous supportez pas le déshonneur, écoutez, il vous reste la méthode traditionnelle. Et puis, vous laisserez le reste de l'humanité poursuivre sa vie tranquillement. Merci. Voilà. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain rapport de situation, et d'ici là, portez-vous bien.